Chapitre 1. Elle ne rentrait plus le soir. Jason Miller était assis seul à la table de la cuisine, les yeux rivés sur une tasse de café à moitié froide. Il était presque 22 heures et Lauren n'était toujours pas rentrée. Leurs deux enfants, Ava et Ethan, étaient déjà couchés sans avoir revu leur mère. Il regarda l'heure. Il lui avait envoyé 2 SMS ce soir-là. « Tu travailles encore tard ? Et tu veux que je te garde le dîner ?» Les 2 messages n'étaient toujours pas lus. Jason se frotta le front. Ce n'était pas la première fois. Depuis 6 mois, Lauren se montrait distante, non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. Elle parlait rarement, sauf pour les enfants ou les factures. Elle rentrait de plus en plus tard. Quand Jason lui posait des questions à ce sujet, elle donnait des réponses vagues, délai au travail, urgence client, réunion à la chaîne. Elle travaillait dans un cabinet d'avocats, donc Jason savait que cela pouvait arriver. Mais ce n'était pas seulement les nuits blanches. C'était tout. Elle cessa de l'embrasser pour lui dire au revoir, de rire à ses blagues, de l'appeler « bébé », ce qui lui sortait de la bouche comme un réflexe. Ces jours-ci, quand elle le regardait, son regard était vide, comme s'il n'était qu'un colocataire, pas son mari. Jason avait toujours été calme, attentionné, le genre d'homme qui privilégiait la patience à la panique. Mais même lui commençait à ressentir le poids de quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Comme une tempête qui se préparait derrière une porte close. Et il était le seul à ne pas savoir pourquoi. Ce soir-là, après avoir fait la vaisselle seul, Jason entra dans leur chambre. Son côté du lit était intact. Son oreiller était encore moelleux, sa couverture toujours pliée en 2. Il prit son alliance sur la table de nuit. Elle ne l'avait pas portée depuis des semaines. Lorsqu'il lui en demanda la raison, elle répondit « Je ne veux pas la perdre au travail ». Mais Jason remarqua qu'elle portait d'autres bijoux, mais pas celui-là. Il se dirigea vers le couloir et regarda la chambre des enfants. Ethan, leur fils de 6 ans, ronflait doucement, accroché à un ours en peluche. Ava, 9 ans, était allongée, éveillée, les yeux fixés au plafond. Il entra doucement. « Dis donc, mon chéri, pourquoi es-tu encore debout ?» Elle se tourna vers lui. « Maman est fâchée contre toi. » Le cœur de Jason se serra. « Non, mon chéri. Pourquoi dis-tu ça? Elle ne mange plus avec nous et elle ne me prend dans ses bras qu'en partant. » Jason s'assit au bord de son lit et repoussa une mèche de cheveux de son visage. « Maman est juste très occupée par son travail en ce moment. Mais elle t'aime toujours. » Ava ne répondit pas. Elle se contenta de se cacher le visage dans l'oreiller. Jason l'embrassa sur la tête et sortit discrètement de la pièce. Sa poitrine lui faisait mal d'une manière qui ne semblait pas physique. Il avait l'impression que quelque chose en lui était lentement expulsé, comme s'il perdait quelque chose d'invisible mais de réel. Il retourna dans le salon. Sa voiture n'était toujours pas dans l'allée. Il ne voulait pas être le mari soupçonneux, celui qui surveille les téléphones ou lit les emails. Ce n'était pas son genre. Mais ces derniers temps, quelque chose en lui avait murmuré « Regarde de plus près ». Il prit son iPad sur le canapé. Il était synchronisé avec son téléphone. Elle l'avait toujours laissé de côté, sans jamais rien cacher. Il appuya dessus. Pas de code, écran ouvert, hésita-t-il. Ne fais pas ça, se dit-il. Mais un nouveau message apparut en haut à droite. Steven C. La réunion de demain est toujours prévue. J'apporte le vin cette fois. Un clin d'œil. Jason se figea. Le nom de Steven. Steven C. Son esprit bondit aussitôt. Il ne connaissait qu'un seul cabinet Steven et Lawrence, le juge Steven Carrington. Un homme qui, des années auparavant, avait suivi le cours de déontologie juridique de Jason. Un homme que Jason n'avait pas vu depuis longtemps. Pas depuis sa nomination à la magistrature. Jason n'ouvrit pas le message. Il ne pouvait pas. Pas encore. Il posa l'iPad comme si c'était une arme qui venait de lui exploser entre les mains. Sa respiration était lourde. Il avait mal au cœur. Il retourna à la cuisine et versa le café refroidi depuis des heures. Il ne voulait pas croire ce qu'il pensait. Jason avait toujours fait confiance à Lauren. Elle était intelligente, forte, le genre de femme qui construisait tout à ses côtés. Quand ils ont acheté leur maison, ils l'ont fait ensemble. Quand Ava est née, c'est elle qui a tenu la main de Jason à chaque seconde. C'était impossible.
Il est resté debout jusqu'à 1h30 du matin. La porte d'entrée s'est enfin ouverte. Elle est entrée, talon à la main, le manteau à moitié enlevé. Elle a semblé surprise de le voir encore éveillé. « Salut », dit-elle nonchalamment. « Tu es encore debout ?» Jason ne sut pas quoi dire au début. Il l'observait juste. « Tu n'as pas répondu à mes SMS », finit-il par dire. « Oh, désolé. On a eu une réunion stratégique tardive. » Les téléphones étaient éteints. Jason a hoché lentement la tête à Steven. Ses yeux ne clignèrent qu'une demi-seconde, mais ce fut suffisant. « Quoi ? Tu as dit stratégie ? Le juge Carrington participe à la réunion ? » Lorraine cligna des yeux, puis le dépassa. « On ne peut pas faire ça ce soir ? Je suis fatigué. » Jason ne la suivit pas. Il resta planté là, la voyant disparaître dans le couloir. Il ne dormit pas de la nuit. Il resta assis sur le canapé jusqu'au matin, les yeux rivés sur son iPad. Le nom de Steven Sept flottait dans son esprit comme un nuage noir qui venait d'entrer chez eux et refusait de partir. Le lendemain matin, Lorraine se leva tôt, annonça qu'elle devait partir pour une réunion urgente avec un client, embrassa les enfants au revoir, sans dire un mot à Jason. Elle prit son café, ses dossiers et sortit avant 7 heures. Jason entra dans la chambre des enfants. Ava se brossait les dents. Ethan essayait d'enfiler son t-shirt à l'envers. « Papa, Ava, demanda, maman sera là ce soir ? » Jason hésita. « Je ne sais pas, ma puce, mais je serai là. » Il les conduisit à l'école, puis s'assit sur le parking, moteur coupé, les yeux fermés. Il ne savait pas ce qui le blessait le plus, le silence de Lorraine ou la confusion dans la voix de ses enfants. Ce soir-là, Jason décida de creuser davantage. Non pas pour la coincer, mais parce qu'il avait besoin de la vérité, quelle qu'elle soit. Il descendit au garage et ouvrit les bacs en plastique où il conservait ses vieux dossiers d'enseignement. Il fouilla dans des dossiers étiquetés, dossiers des étudiants en éthique judiciaire de la promotion 2011. Et il était là, Carrington Steven. Un dossier plein à craquer, un dossier qu'il avait conservé pour une raison. Il ne l'avait pas consulté depuis plus de 10 ans. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait un vieux papier surligné en rouge, clairement. Nom de sa propre famille. Mais ils avaient tort. Non pas parce que Jason avait crié, non pas parce qu'il avait menacé, mais parce qu'il savait quelque chose qu'il n'avait pas. Le pouvoir est fort, mais la vérité est patiente et la vérité attend toujours le bon moment pour parler. Le lendemain matin, Jason a préparé le petit déjeuner. Pancake au bleuet, favori des Doblea. Ethan a couru dans la cuisine dans son pyjama de super-héros. « Pouvons-nous garder la maison maintenant que nous avons gagné ?» il a demandé. Jason sourit. « Non, mon pote, mais nous allons en trouver un nouveau. Celui qui est juste le nôtre. » « Aura-t-il une cabane dans les arbres ?» demanda Ethan. « Je vais vous en construire un, » a promis Jason. Ava était assise à la table, silencieuse, réfléchie. Puis elle a dit, « Maman est-elle folle contre toi ?» Jason s'est assis en face d'elle. « Non, dit-il doucement. Elle est surtout en colère contre elle-même. »« Tu es en colère contre elle ?» elle a demandé. Jason s'arrêta. « Non, je suis juste triste. »« Pourquoi ? » Parce que parfois les gens oublient qui ils sont et ils ont blessé les autres à se sentir à nouveau forts. Mais la force ne vient pas de blesser les gens. Cela vient de les protéger. Ava acquiesça lentement comme si vous nous protégeiez. Jason tendit la main à travers la table et lui a tenu la main. Toujours. Cet après-midi, Jason a reçu un appel téléphonique d'un numéro de bloc. Il l'a laissé sonner 3 fois avant de répondre. C'était Lorraine. Sa voix était calme, plate. Le genre de voix qui ne sait pas quoi dire. « J'ai entendu parler de Steven », a-t-elle dit. Jason n'a rien dit. « Il a tout perdu », a-t-elle ajouté. « Sa carrière, sa réputation, dit-il. Il dit que vous l'avez ruiné. » Jason parlait calmement. « Il s'est ruiné. Je viens de montrer au tribunal ce qu'il a fait. » Lorraine était silencieuse pendant quelques secondes. « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais tout ça ? Les fichiers, les emails, les enregistrements. Pourquoi tu ne m'as pas menacé ? » Jason a répondu, « Parce que je n'ai jamais voulu te faire peur. Je voulais juste que tu arrêtes de mentir. » Elle soupira. « Je pensais que tu te pliais.
Je pensais que tu ne me combattrais pas. Je sais. Je ne m'attendais pas à ce que vous le fassiez de cette façon. Jason était à nouveau silencieux. Puis il a dit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. Tu ne m'as pas cassé, Lorraine. Vous vous avez cassé et je pense que vous le savez maintenant. Elle n'a pas répondu. Je ne te déteste pas, Jason a dit, tu devrais, chuchota TL. Non, a-t-il dit. Parce que les enfants vous aiment toujours, et ils ont besoin d'une maman qui se souvient de ce que l'amour signifie. J'espère que vous comprendrez cela avant qu'il ne soit assez vieux pour poser des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Lorraine a commencé à pleurer. Jason n'a pas attendu qu'elle termine. Il a raccroché doucement. Il n'avait pas besoin de ses larmes. Il n'avait pas besoin de son regret. Il avait juste besoin de paix. Cette nuit-là, Jason a emballé quelques boîtes, photos, vêtements, les jouets pour enfants. Il n'était pas triste de quitter la maison. Il était prêt. Une nouvelle maison, un nouveau départ. Plus de secrets, plus de prétendants. Alors qu'il emballait une dernière boîte, il a trouvé quelque chose collé sous le tiroir supérieur de son bureau. C'était vieux, poussiéreux, une note pliée. Il l'a ouvert. C'était un morceau de papier de l'une de ses premières conférences en tant que professeur, bien avant Lorraine, bien avant Carrington, bien avant cette guerre. Il l'avait écrit en marqueur rouge au bas d'un document. Ceux qui oublient l'éthique seront finalement rappelés par les personnes qu'ils ont essayé d'enterrer. Jason sourit tranquillement à lui-même. Il ne se souvenait même pas de l'avoir écrit. Mais maintenant c'était comme une prophétie qui avait bouclé la boucle. Chapitre 11. La vérité gagne sans crier. Cela faisait une semaine que le juge Carrington a été enlevé de façon permanente. Une semaine depuis que Jason s'est tenu dans une salle d'audience et a entendu la décision finale. Une semaine depuis qu'il est sorti, non pas avec un poing surélevé ou un sourire narquois, mais avec une dignité silencieuse. Et au cours de cette semaine, tout a changé. Pas fort, pas soudainement, mais comme une porte se ferme lentement et une nouvelle ouverture tranquillement. Jason emballait la dernière des boîtes. La maison a été officiellement vendue. Il avait trouvé un nouvel endroit en bordure de la ville. Rien d'énorme, rien d'extraordinaire, juste une maison calme de 2 chambres avec une petite cour et de grandes fenêtres qui remplissaient les chambres de lumière. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était le sien, et c'était propre. Clean de mensonges, propre du passé, propre des gens qui ont essayé de le briser. Jason a soigneusement placé la photo encadrée d'Ava et Ethan sur une couverture dans une boîte en mouvement. Il a été pris le premier anniversaire d'Ethan, juste avant que les choses ne commencent à s'effondrer. Il regarda la photo pendant un long moment. Les enfants souriaient. Lorraine souriait aussi, et il se demanda, était-ce vraiment à l'époque, où les mensonges avaient-ils déjà commencé? Mais au lieu de retomber dans ce trou, Jason prit une respiration et chuchota, cela n'a plus d'importance. La sonnette a sonné. C'était Léa, son avocat. Elle est intervenue et a regardé autour de la maison. Vous laissez vraiment cela derrière? Jason hocha la tête. Il est temps. Léa sourit. J'ai reçu la dernière lettre du conseil judiciaire. Carrington n'est pas seulement supprimé. Son nom a été ajouté au registre national des inconduites. Il ne servira plus jamais dans un tribunal. Et d'après ce que j'ai entendu, sa licence de droit est au bord de la suspension. Jason n'a pas beaucoup réagi. Il a simplement dit, bon. Léa a placé une enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Demanda Jason. C'est de votre ancienne université. Quelqu'un au comité d'éthique doit avoir lu les documents judiciaires. Ils vous ont envoyé une lettre et ceci. Jason a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur était une carte manuscrite. Merci d'avoir montré le monde que l'éthique comportait toujours même après la fin du cours. Celui-ci a dit, Jason Miller, un défenseur tranquille de la vérité. Jason passa sa main sur le nom gravé, puis le posa doucement. Il n'en avait pas besoin, mais cela signifiait quelque chose de toute façon. Après le départ de Léa, Jason a ramassé les enfants de l'école. Ils étaient très silencieux dans la voiture. Jason pouvait dire que quelque chose les dérangeait. À un feu rouge, Ava a finalement parlé. Papa, des enfants de l'école ont dit que leurs parents parlaient de maman et du juge Carrington. Jason est resté calme. Qu'ont-ils dit? Cette maman a menti et que le juge est en difficulté et que vous êtes la raison.
Jason s'est arrêté dans un parc calme et agarré. La voiture. Il se retourna et regarda ses deux enfants. « Je veux vous dire quelque chose, a-t-il dit. Et je veux que tu écoutes attentivement. » Ils ont hoché la tête. Jason a poursuivi, « Ta maman a fait des erreurs. L'homme avec qui elle travaillait aussi. Il était censé être juste, mais il ne l'était pas, et je devais dire la vérité parce que c'était la bonne chose à faire, pas pour les blesser, mais pour vous protéger et moi-même. » Maman est-elle une mauvaise personne? Demanda Ava. Jason s'arrêta. Non, c'est quelqu'un qui s'est perdu. Et quand les gens se perdent, ils blessent parfois les autres sans le faire, mais cela ne signifie pas qu'ils sont mauvais. Cela signifie simplement qu'ils doivent se rappeler qui ils étaient avant d'oublier. Ethan avait l'air confus. Je ne comprends pas, Jason sourit. Vous n'avez pas encore à le faire. Sachez-le. Je ne te mentirai jamais. Je n'essaierai jamais de vous éloigner de votre maman et je n'arrêterai jamais de vous aimer. Ava tendit la main et le serra dans ses bras sur le siège arrière. Je suis content que vous n'ayez pas abandonné. Jason tenait sa petite main et chuchota, moi aussi. Ce soir-là, de retour dans leur nouvelle maison, ils se sont assis sur le sol en train de manger de la pizza. Pas de chaise, pas de canapé encore, seulement 3 personnes, une boîte et quelques serviettes. Mais le rire était réel. La lumière à travers les fenêtres était chaude et personne ne faisait plus semblant. Plus tard dans la soirée, Jason a reçu un message sur son téléphone. C'était à partir d'un nombre qu'il n'avait pas sauvé, mais il savait qui c'était. Stephen Carrington. Le message disait, « Vous n'avez pas eu à l'emmener aussi loin. J'ai fait une erreur, mais vous avez ruiné ma vie. » Jason regarda l'écran pendant longtemps. Puis il a tapé une réponse. « Tu avais du pouvoir. Tu l'as utilisé pour blesser les gens. J'ai eu la vérité. Je l'ai utilisé pour t'arrêter. » Il a frappé Sand, puis a bloqué le numéro. C'était la dernière fois que Carrington entrerait jamais dans sa vie. Quelques jours plus tard, Jason a reçu un colis. C'était de Lorraine. Pas de notes, juste une enveloppe remplie de photos des enfants, de dessins d'anniversaire, de vieilles polaroïdes, de projets d'art scolaire, de choses qu'elle a dû rassembler de son bureau et ne voulait pas jeter. Jason les regarda un par un. En bas se trouvait une seule photo qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'était de lui et de Lorraine pris il y a des années à la plage. Ils avaient l'air heureux, brûlés par le soleil, le vent soufflait, souriant comme des idiots. Il n'a pas déchiré. Il ne l'a pas brûlé. Il l'a remis doucement dans l'enveloppe et l'a stocké dans un tiroir parce que la vérité ne vient pas toujours avec une vengeance. Parfois, cela vient simplement avec la compréhension et le pardon, même si ce pardon est silencieux. Chapitre 12. Je suis reparti avec mes enfants. Jason se tenait dans l'arrière-cour de sa nouvelle maison, un petit endroit calme avec de l'herbe fraîche et un arbre juste assez grand pour accrocher une balançoire. C'était le premier samedi matin depuis des mois qui n'avait pas l'impression de porter une montagne sur le dos. Ava et Ethan l'aidaient à peindre la clôture. Eh bien, essayant de le faire. Ils avaient plus de peinture sur leur chemise que sur le bois, mais Jason ne le dérangeait pas. Il les regarda rire, se poursuivant dans la cour avec de petits pinceaux comme si c'était un jeu. C'était pour cela qu'ils se battaient. Pas d'argent, pas de vengeance, juste 7 pièces. Pas de salle d'audience, pas de mensonge, pas Dieu ne le regardant comme s'il n'appartenait pas à sa propre famille. Il essuya ses mains sur un chiffon, posa la peinture et leva les yeux vers le ciel bleu clair. La bataille était terminée. Carrington était parti. Lorraine était silencieuse, et les enfants souriaient enfin à nouveau, non pas parce que quelqu'un leur a dit, mais parce qu'ils se sentaient en sécurité. À l'intérieur de la maison, les boîtes étaient toujours déballées. Le canapé n'était pas encore arrivé. Les chaises de restauration ont été incompatibles dans une friperie, mais cela n'avait pas d'importance car tout ici était construit sur l'honnêteté. Plus tard dans l'après-midi, Jason s'est assis sur le porche tandis qu'Ava a coloré sur les marches et Ethan a dessiné avec de la craie sur l'allée. La boîte aux lettres grinçait lorsque le facteur a déposé une pile de lettres. Jason se leva, tendit le dos et descendit pour récupérer le courrier. La majeure partie était de la malbouffe, des catalogues, des dépliants, mais une enveloppe s'est démarquée. L'adresse de retour provenait de la State Bar Association. Jason haussa un sourcil et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle. Cher Monsieur Miller. À la suite de votre plainte et de l'enquête ultérieure,
le comité d'examen judiciaire a non seulement retiré le juge Stephen Carrington de son poste, mais l'association du barreau a voté pour révoquer définitivement sa licence pour pratiquer le droit. Votre intégrité et votre documentation ont joué un rôle déterminant dans le maintien des normes de justice dans cet État. Merci de nous avoir rappelé que ce n'est parfois pas la voix la plus forte qui apporte un changement, mais la vérité la plus cohérente. Sincèrement, le comité d'éthique du barreau de l'État. Jason a plié la lettre et s'est assis sur les marches. Il n'a pas souri. Il n'a pas applaudi. Mais au plus profond, il ressentait une fierté calme comme une rivière revenant enfin sur son chemin naturel. Il avait fait ce que personne d'autre n'avait osé. Il a enlevé un homme au pouvoir, non pas avec des menaces, non avec la colère, mais avec des preuves, avec patience, avec la vérité. Ce soir-là, Jason a emmené les enfants dans un petit dîner familial dans la rue. La serveuse sourit quand ils sont entrés. En arrière, elle a demandé. Jason hocha la tête. Nous devenons des habitués. Ils se sont assis sur un cabine d'angle. Ava a commandé des offres de poulet. Ethan a des crêpes. Jason vient de prendre un café et les a regardés manger, rire et échanger des paquets de ketchup comme la monnaie. À mi-chemin du dîner, Ava se pencha et chuchota, « Papa, ouais, je suis vraiment content que nous soyons ici maintenant. » Juste nous. Jason la regarda. Moi aussi, et je ne manque plus la vieille maison. Jason tendit la main à travers la table et lui prit la main. C'est parce que la maison n'est pas un bâtiment, ma chérie. C'est avec qui vous vous sentez en sécurité. Ethan a soudainement crié, pouvons-nous obtenir un dessert? Jason rit. Juste une fois. La serveuse a sorti 2 bols de crème glacée, l'une avec du sirop de chocolat, l'autre avec des paillettes arc-en-ciel. Jason n'en a pas obtenu, mais Ava lui a offert une bouchée. C'était petit, mais c'était tout. Le lendemain, Jason a reçu un message surprise. C'était de l'un de ses anciens étudiants, quelqu'un à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Le message disait, « Monsieur, j'ai juste lu ce que vous avez fait, ce que vous avez exposé, la façon dont vous êtes resté calme alors que tout était empilé contre vous. Je n'ai jamais été aussi fier de dire que j'ai appris de vous. Je pensais que l'éthique était juste un sujet ennuyeux à l'école, mais maintenant je vois que c'est la seule chose qui compte. Merci de l'avoir enseigné, de l'avoir vécu. » Jason a lu le message 2 fois. Puis il a fermé son téléphone et a regardé par la fenêtre. Il n'avait aucun intérêt pour la gloire. Il ne voulait pas devenir viral ou écrire des livres à ce sujet. Il ne voulait pas s'asseoir dans des émissions de nouvelles expliquant comment il a abattu un juge. Il voulait une chose, pour élever ses enfants en paix. Pour se réveiller chaque matin en sachant qu'il ne s'est jamais penché à leur niveau. Qu'il a combattu tranquillement avec un but et un avec la vérité. Une semaine plus tard, Lorraine a envoyé un texto à un court message. J'aimerais prendre les enfants ce week-end si ça va. Jason l'a lu, s'est assis avec, puis a répondu, bien sûr. Tant que c'est paisible pour eux. Elle a répondu avec un simple merci. Pas de combat, pas de drame, juste un terrain neutre. Et c'était tout ce que Jason a toujours voulu. Pas pour la détruire, mais pour se protéger et se protéger de leurs enfants de ce qu'elle était devenue jusqu'à ce qu'elles se souviennent de qui elle était. Dimanche soir, Lorraine a ramené les enfants. Elle n'est pas entrée, n'a pas posé de questions, s'est juste tenue aux marches et a dit qu'il passait un bon moment. Jason la regarda de près. Son visage avait l'air plus âgé, fatigué, non pas de l'âge, mais de la vérité enfin rattrapé son retard. Il hocha la tête. Merci. Elle a regardé les enfants. Dites au revoir. Ethan la serra dans ses bras. Ava a salué. Puis ils ont couru à l'intérieur, laissant Jason et Lorraine seuls. Je n'ai jamais pensé que tu serais le seul à gagner, dit-elle tranquillement. Jason la regarda, pas avec colère. Juste l'honnêteté. Je n'ai pas gagné, a-t-il dit. Je suis reparti avec mes enfants. Vous avez perdu tout en essayant de prendre ce qui n'était pas le vôtre. Elle baissa les yeux. Tu as raison. Jason n'a pas répondu et il n'en avait pas besoin. Elle se tourna et partit et Jason entra à l'intérieur. Ava était sur le canapé en dessinant des photos de leur nouvelle maison. Ethan était dans la cuisine demandant des biscuits. Jason est entré, les a serrés dans ses bras et a dit, allons cuire. Pas de coucher ce soir. Le four s'est réchauffé. La farine s'est répandue partout. La maison sentait le sucre.
Et pour la première fois depuis longtemps, Jason ne se sentait pas comme un homme se remettant de la guerre. Il se sentait comme un père, exactement où il était censé. Copié d'une revue juridique publiée. Jason l'avait surpris en train de tricher une fois, à l'université. Il ne l'avait jamais signalé. Il lui avait donné un avertissement. Qu'il le réécrive. Carrington avait pleuré, imploré sa clémence. Jason lui avait donné une seconde chance. Et voilà que le même homme envoyait des SMS à sa femme tard le soir avec des émojis vains. Il referma le dossier. Il se tramait définitivement quelque chose. Mais il ne s'agissait plus seulement de son mariage. Il s'agissait de quelqu'un qui se croyait au-dessus des règles. Et Jason connaissait toutes les règles pour les avoir apprises. Et au fond de lui, un plan commençait à se dessiner. Il ignorait encore à quel point la situation allait empirer. Il ignorait que la maison serait confisquée, que la garde serait menacée, qu'il serait humilié au tribunal. Mais une chose était déjà claire, ce n'était plus seulement un mariage brisé. C'était une bataille. Et Jason était sur le point de se rappeler exactement qui il était. Chapitre 2. Un nom du passé. Jason n'arrêtait pas de penser à ce nom. Stephen C. Il se répétait dans sa tête comme un avertissement. Ce message sur l'iPad n'était pas banal. Il lui semblait personnel, familier. Et maintenant, le dossier qu'il avait trouvé dans le garage le confirmait. Le juge Stephen Carrington, un ancien élève du cours d'éthique de Jason. Un homme qui s'était autrefois assis au premier rang, l'air nerveux et désespéré d'approbation. Un homme qui avait triché à son devoir final et avait supplié Jason de ne pas le signaler. Jason avait été clément à l'époque. Il pensait donner une seconde chance à un jeune homme. Mais maintenant, il avait l'impression que ce même homme était revenu des années plus tard pour lui prendre quelque chose. Sa femme, sa famille, sa vie. Jason était assis dans son bureau, le dossier à la main. Il ouvrit la chaîne de courriel datant d'il y a 10 ans. Carrington avait écrit, « S'il vous plaît, professeur Miller, ne me dénoncez pas. Je jure que cela ne se reproduira plus. Vous avez ma parole. » Jason avait répondu, « Cela reste entre nous. Mais n'oubliez pas, l'intégrité, c'est ce qu'on fait quand personne ne regarde. » Or, Carrington semblait n'avoir jamais vraiment retenu la leçon. Et Lorraine, la femme de Jason depuis 12 ans, était au cœur de l'affaire. Jason refusait de croire qu'elle avait une liaison. Même après les nuits blanches, la distance, les messages, il avait besoin de quelque chose de plus clair, de plus direct. Alors, contre toute croyance, il décida de l'observer. Pas elle, ses habitudes. Il commença à noter ses départs, ses retours, et son comportement. Elle ne souriait plus en entrant dans la maison. Elle ne demanda pas comment s'était passée la journée des enfants. Elle ne demanda même pas à Jason comment s'était passé le travail. Chaque SMS qu'elle recevait changeait d'humeur. Parfois, elle changeait de pièce. Parfois, elle l'effaçait rapidement. Mais un soir, il se passa quelque chose que Jason ne put ignorer. C'était vendredi. Les enfants dormaient. Jason pliait du linge dans le salon. Lorraine était assise sur le canapé en face de lui, en train de taper sur son téléphone. Elle riait doucement. Jason demanda, « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» Elle ne leva pas les yeux. Rien, juste un mème. Il hocha la tête. « Je peux le voir ?» Elle marqua une pause. Trop long. Puis dit rapidement, « Ce n'est plus drôle. » Jason sentit son estomac se serrer. Elle n'avait jamais menti aussi mal. C'était comme si elle n'essayait même pas. Il n'insista pas. Il termina simplement de plier les vêtements en silence. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle allait prendre une douche, Jason vit son téléphone en charge sur le comptoir. Il connaissait son code. Il ne l'avait jamais utilisé auparavant. Mais ce soir-là, il l'a fait. Il ouvrit ses textos et le voilà. Stephen Carrington, plus Stephen C. Nom complet. Les messages de la semaine passée remplissaient l'écran. Ton mari est un fantôme. Je ne sais pas comment tu fais. J'ai hâte qu'on n'ait plus besoin de se cacher. Ce dîner d'hier soir. Je pense encore à toi. Il est trop passif. Il ne se battra pas. La poitrine de Jason était lourde. Ses doigts tremblaient. Il continua de lire. Il ne voulait pas, mais il le devait. Quand est la prochaine date d'audience ?
dis à ton avocat d'insister pour obtenir la garde exclusive. Il pliera. Et ne t'inquiète pas, j'ai des amis à l'intérieur. Jason réalisa soudain que ce n'était pas juste une liaison. C'était un coup monté. Elle ne le quittait pas. Elle prévoyait de tout lui prendre. Ses enfants, sa maison, sa stabilité, et elle le faisait avec l'aide d'un homme qui avait du pouvoir au sein du système judiciaire. Ses mains agrippaient les bords de l'évier. Il ne pouvait plus respirer. Depuis combien de temps cela durait-il? Cela avait-il commencé quand Carrington est devenu juge ou avant? Était-ce pour cela que Lorraine avait commencé à se montrer distante? Jason entendit l'eau se couper dans la douche. Il reposa rapidement le téléphone sur le comptoir, alla s'asseoir sur le canapé comme s'il n'avait pas bougé. Quand Lorraine revint, elle était en peignoir, la tête enveloppée d'une serviette. « Ça va ?» demanda-t-elle. Jason la regarda attentivement. « Ouais, je réfléchissais. » Elle lui lança un regard bref, distrait, puis se dirigea vers la chambre. Elle ne l'embrassa pas pour lui souhaiter bonne nuit. Elle ne dit pas un mot. D'un coup, elle disparut derrière la porte de la chambre. Jason resta assis dans le salon sombre pendant des heures, incapable de dormir. La trahison n'était pas seulement émotionnelle. Elle était stratégique. Elle était planifiée. Elle était devenue quelqu'un qu'il ne connaissait plus. Il pensa à Ava et Ethan. De quel genre d'histoire allait-il se souvenir en grandissant? Que papa et maman avaient cessé de s'aimer ou qu'un parent avait détruit l'autre par le mensonge et le pouvoir. Non, Jason ne pouvait pas laisser cela arriver. Il sortit un bloc-notes juridique et commença à noter tout ce dont il se souvenait des messages. Puis il ouvrit son ordinateur portable et se pencha sur les dossiers de Carrington. Il savait quelque chose que les autres ignoraient, les juges doivent signaler les conflits d'intérêts. Coucher avec une partie impliquée dans une affaire ou entretenir une relation amoureuse avec une personne impliquée constituait une grave violation de l'éthique, surtout si le juge devait prendre des décisions concernant la garde des enfants et les biens. Jason connaissait les règles parce qu'il les enseignait. Et Carrington avait signé ces mêmes règles lors de son propre cours. Maintenant, il les violait toutes. Jason se renseigna également sur le cabinet où travaillait Lorraine. Elle était avocate auxiliaire, mais son patron actuel était Stephen Carrington, consultant juridique adjoint. Cela lui donnait accès au dossier et à la stratégie interne. Il comprit que Carrington pouvait même conseiller l'avocat de Lorraine, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas seulement de tricherie. C'était de la corruption. Jason ne voulait pas se venger. Il voulait la vérité. Mais la vérité était enfouie sous deux personnes qui avaient le pouvoir et l'arrogance de leur côté. Pourtant, Jason avait quelque chose qu'il n'avait pas, il avait la mémoire. Il avait des archives. Et il n'avait plus rien à perdre. Le lendemain, pendant que Lorraine était au travail, Jason se rendit à son ancienne université. Il rencontra un ancien collègue à la bibliothèque de la faculté de droit et demanda des copies d'archives des mémoires finaux et des feuilles de présence au séminaire d'éthique. Son nom y avait du poids. Il était respecté et digne de confiance. La bibliothécaire sourit et dit, « Accordez-moi 30 minutes. » À son retour, elle lui tendit un épais dossier. Jason l'ouvrit lentement. Il était là, le dossier de Stephen Carrington, des notes manuscrites de Jason sur le rapport final. Cette section semble copiée. Voir le journal 6 juin, une lettre d'avertissement officielle et, surtout, la feuille de présence signée par Carrington pour le séminaire intitulé « Déontologie judiciaire et obligation de récusation ». Au bas de la page se trouvait la signature de Stephen. Il avait signé un formulaire acceptant que tout conflit personnel soit divulgué et que le juge se retire immédiatement de l'affaire s'il existait un lien avec l'une ou l'autre des parties. Jason sourit pour la première fois depuis des jours. Cela commençait à prendre sens. Lorraine pensa qu'il allait s'effondrer discrètement. Carrington pensait que Jason n'était qu'un mari faible et ennuyeux comme les autres, incapable de se battre. Mais ils avaient oublié quelque chose de très important. Jason était l'homme qui leur avait appris le sens de la loi. Et maintenant, il allait le leur rappeler. Non pas en criant, ni avec colère, mais à chaque règle enfreinte et à chaque mensonge sur lequel ils fondaient leur histoire. Jason rangea le dossier dans sa mallette et quitta l'université. Le vent soufflait fort dehors, mais son esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Ce combat n'était pas terminé. En fait, il ne faisait que commencer. Chapitre 3. La lettre sur la table. La maison était silencieuse lorsque Jason rentra cet après-midi-là.
Au début, il ne remarqua rien d'étrange. Les enfants étaient encore à l'école. Le soleil brillait à travers les stores du salon. Tout semblait immobile, trop immobile. Puis Jason remarqua que les chaussures avaient disparu du porte-manteau de l'entrée. Les baskets de Lorraine, ses talons, ses sandales beige préférées avaient disparu. Ses yeux se plissèrent. Il s'enfonça plus profondément et regarda vers le couloir. La porte de la chambre principale était entr'ouverte. Jason marchait lentement, le cœur battant la chamade. Il entra dans la chambre et s'arrêta. Son placard était à moitié vide. Les cintres se balançaient encore. Sa boîte à bijoux était ouverte, vide. De son côté de la table de nuit, il n'y avait ni chargeur de téléphone, ni livre, ni même la petite photo encadrée d'Ava et Ethan qui y trônait toujours. La poitrine de Jason se serra. Elle était partie. Sans prévenir, sans au revoir, sans dispute. Il se retourna et entra dans la cuisine. Sur la table se trouvait une enveloppe blanche. Son nom était tapé dessus, Jason Miller. Il s'assit et l'ouvrit, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre imprimée, une seule page. On pouvait y lire, Jason, j'ai demandé le divorce. Mon avocat a déjà déposé les papiers. Je demande la garde exclusive d'Ava et d'Ethan. Je resterai avec eux. Tu dois quitter les lieux dans les 30 jours. Compte tenu de ta distance émotionnelle et de ton incapacité à répondre aux besoins de notre famille, c'est ce qu'il y a de mieux pour les enfants. J'espère que nous pourrons le faire pacifiquement. Lorraine. Jason l'a lu 3 fois. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il resta assis là, figé. Engourdi. Il avait l'impression d'avoir été frappé par quelque chose d'invisible mais d'énorme. Quelque chose qui lui avait coupé l'air. Lorraine avait déjà tout prévu. Elle l'avait préparé comme un accord commercial. Elle voulait la maison, les enfants, et elle l'avait dépeint comme un homme émotionnellement indisponible. Il regarda la cuisine, le même endroit où il riait en préparant des crêpes, la même table où il s'était assis pour la première fois avec Ava dans sa chaise haute, où Ethan avait appris à tenir une cuillère, et maintenant il était effacé de tout cela. Un bruit brisa son silence. C'était son téléphone qui vibrait. Il décrocha. Léa, son avocate. Jason, je viens de recevoir la convocation du tribunal. Nous avons une audience préliminaire prévue vendredi prochain. Ça va? Jason ne répondit pas tout de suite. Il regarda l'horloge. 14h47. Il devait aller chercher les enfants dans 20 minutes. Il répondit par SMS. Reçu les papiers. Elle a déménagé. Je te recontacterai après avoir récupéré les enfants. Jason se força à se lever. Il prit les clés et sortit. Le soleil lui cinglait le visage. L'allée lui paraissait trop grande, trop calme. Il monta dans sa voiture et se dirigea vers l'école. Quand Ava et Ethan sortirent en courant avec leur sac à dos, Jason força un sourire. « Papa » cria Ethan. Jason ouvrit les bras et s'agenouilla. « Salut, mon pote. » Ava parut perplexe. « Où est maman ?» Jason prit une longue inspiration. « Elle travaille encore tard. » Elle me laissa un mot. Il n'en dit pas plus. Comment avait-il pu? Ils montèrent dans la voiture. Sur le chemin du retour, Ethan parla de dinosaures. Ava demanda s'il pouvait manger une pizza pour le dîner. Jason acquiesça. Comme tu veux, mon petit. Mais intérieurement, il était en pleine crise. De retour à la maison, Jason essaya de faire en sorte que tout reste normal. Il les aidait à faire leurs devoirs. Il préparait des bagels à la pizza. Il les laissait regarder un film même si c'était un soir d'école. Mais quand ils allèrent se coucher, Jason resta dans le couloir, fixant à nouveau l'espace vide dans le placard. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un numéro privé. Il hésita, puis décrocha. Une voix dit, « Jason, c'est le juge Carrington. Je pensais vous parler avant que les choses n'avancent. » La bouche de Jason s'assécha. Il ne répondit pas. Carrington continua. « Lorraine et moi, on s'est rapprochés. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais essayons de gérer ça comme des adultes. » Jason ne dit rien. Elle mérite mieux. Les enfants aussi, et je veillerai à ce qu'ils le comprennent. Tu ne veux pas faire durer les choses. Tu ne feras que te faire encore plus mal.
Puis Carrington prononça les mots qui finirent par faire parler Jason. Honnêtement, tu n'es pas fait pour ce genre de combat. Lâche-la. La voix de Jason était douce mais tranchante. Tu aurais dû te rappeler qui t'a entraîné, Steven. Il y eut un silence. Puis l'appel s'interrompit. Jason resta immobile, le téléphone à la main. Il n'en croyait pas ses oreilles. Carrington non seulement couchait avec sa femme, mais l'appelait maintenant, feignant l'inquiétude tout en lui disant qu'il n'était pas assez fort pour se battre. Jason n'était pas en colère, il était réveillé. Ils allaient tout lui prendre. Et il pensait qu'il allait se laisser faire. Mais ils avaient oublié quelque chose. Jason avait formé Carrington. Il connaissait chaque ligne du code judiciaire, et maintenant il allait l'utiliser. Le lendemain matin, Jason appela Léa et lui raconta tout. La liaison, les messages, le coup de fil, et surtout, le juge chargé de son divorce était le même homme qui couchait avec sa femme. Léa était stupéfaite. C'est un motif de disqualification. Un conflit d'intérêts massif, et s'il ne se retire pas, nous déposerons une plainte officielle. Jason dit calmement, ne déposez pas tout de suite. Pas avant que je vous trouve mieux. Cet après-midi-là, Jason retourna à l'université et fit des copies de tout. Le devoir plagié de Carrington, la feuille de signature officielle du séminaire, les formulaires d'éthique signés à l'encre par Carrington. La lettre d'avertissement écrite par Jason. Il scanna le tout, l'envoya sur un disque sécurisé, la sauvegarda sur une clé USB. Il n'allait rien faire pour l'instant. Il voulait qu'il se sente en confiance. Que Lorraine pense qu'elle avait déjà gagné. Que Carrington croit qu'il avait encore le contrôle. Jason allait attendre le bon moment, car la justice ne crie pas toujours. Parfois, elle observe. Parfois, elle se prépare. Et quand elle frappe, elle le fait en silence, mais avec précision. Chapitre 4. Le tribunal atteint son apogée. Jason se tenait dans la cuisine, tenant une enveloppe blanche éclatante qui venait d'arriver par la poste. Cela ressemblait à un document juridique ordinaire, mais quelque chose en elle semblait plus lourd. Il savait déjà ce que c'était. Il s'assit à la table à manger, la même table où Lorraine et lui mangeaient des crêpes avec les enfants le samedi matin. C'était maintenant calme, vide, froid. Jason ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait la convocation officielle au tribunal et le calendrier de l'audience préliminaire de divorce. Ses yeux parcourent la page. Le juge-président, l'honorable Steven Carrington. L'estomac de Jason se noua, même s'il s'y attendait. Carrington ne s'était pas récusé. Il allait siéger sur le banc et juger le divorce tout en fréquentant secrètement la femme de Jason. Jason fixa le papier. C'était audacieux, éhonté, illégal. Carrington savait exactement ce qu'il faisait. Il se fichait des règles. Il se fichait des conflits d'intérêts. Il pensait que Jason ne riposterait pas. Il pensait que Jason était faible. Jason prit son téléphone et appela Léa, son avocate. Elle décrocha à la première sonnerie. « Tu l'as vu ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit calmement Jason. « Il va jusqu'au bout. » Léa laissa échapper un long soupir. « J'ai déjà vérifié. Techniquement, à moins que quelqu'un ne dépose une objection formelle, il peut poursuivre. La plupart des gens ne vérifient pas qui est assigné à leur dossier avant qu'il ne soit trop tard. » Jason hocha la tête. « Il compte là-dessus. Il veut me coincer avant que je puisse riposter. On peut déposer une requête en récusation. » Léa dit, « Avec ce que vous m'avez dit, surtout l'affaire, nous avons des arguments solides. Mais avons-nous déjà des preuves tangibles ?» Jason marqua une pause. « Non, pas encore. J'ai les formulaires d'éthique signés. J'ai la vieille affaire de plagiat, mais je n'ai ni photo ni preuve numérique de leur relation. Et si on avance trop tôt, ça pourrait se retourner contre nous. Il pourrait nier et faire durer les choses encore plus longtemps. » Léa réfléchit un instant. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Jason s'est adossé à sa chaise et a regardé le calendrier. « On attend. » On l'a laissé jouer. « Jason, si on attend trop longtemps, je n'attends pas par peur, » l'interrompit-il. « J'attends pour gagner. » Ce week-end-là, Jason est resté silencieux. Il n'a pas affronté Lorraine. Il n'a envoyé aucun message agressif. Il n'a montré aucun signe qu'il savait ce qui se passait dans son dos, mais il observait tout.
Il a commencé à remarquer de nouvelles habitudes. Lorraine s'était remise à se parfumer, chose qu'elle n'avait pas faite depuis presque 1 an. Elle est sortie de la maison l'air excitée. Elle est revenue avec un sourire suffisant. Quand Jason posait des questions simples comme « À quelle heure est ton rendez-vous ?», elle répondait d'un ton froid et agacé. Elle avait commencé à se comporter comme une étrangère chez elle. Mais le pire, c'était son comportement avec les enfants. Elle commençait à les monter contre lui. Jason surprit une conversation entre Lorraine et Ava un soir où elle pensait qu'il n'était pas là. « Ma puce, dit-elle, tu t'y feras. Papa va juste vivre ailleurs pendant un moment. »« Pourquoi ?» demanda Ava. Il ne fit rien. La voix de Lorraine s'adoucit, faussement. Il est tout simplement absent. Il ne sait pas comment donner à maman ce dont elle a besoin. Et ça affecte tout le monde, même toi. Le cœur de Jason se brisa. Lorraine ne le quittait pas simplement. Elle empoisonnait l'image que l'enfant avait de lui. Elle voulait faire de lui le méchant, même si cela signifiait perturber leurs enfants. Ce soir-là, Jason écrivit dans son carnet. Elle va essayer de prendre les enfants de force. Non pas par la vérité, mais par l'image. Je dois protéger le réel avant qu'elle ne le détruise. Les jours suivants passèrent tranquillement. Jason se concentra sur son rôle de bon père. Il s'assura que le projet scientifique d'Ava soit terminé. Il a aidé Ethan à mémoriser son texte pour la pièce de théâtre de l'école. Il préparait le dîner, les récupérait à l'heure, s'asseyait avec eux tous les soirs. Il ne disait pas de mal de Lorraine, pas une seule fois, car il savait qu'il les observait, les écoutait. Et un jour, il se rappellerait qui disait la vérité et qui la mentait. La veille de la première audience, Jason était seul dans son bureau. Il ouvrit un dossier et y rangea tout. Le formulaire de séminaire signé par Carrington acceptant les règles de récusation. La lettre d'avertissement pour plagiat datant d'il y a des années. Les registres de messagerie de l'université. La récente assignation au tribunal qui montrait que Carrington supervisait activement le dossier de Jason. Il ajouta une preuve supplémentaire, une capture d'écran du SMS que Carrington lui avait envoyé, l'avertissant de lâcher prise et qu'il n'était pas fait pour ce combat. Jason conserva tout cela dans un dossier intitulé « Bombe judiciaire ». Non pas parce qu'il voulait détruire qui que ce soit, mais parce qu'il voulait faire exploser la vérité au moment opportun. Le lendemain matin, Jason enfila son plus beau costume. Il déposa les enfants à l'école avec le sourire. « Souhaitez-moi bonne chance, dit-il. » Ethan leva le pouce. « Tu peux le faire, papa. » Ava le serra fort dans ses bras. Au tribunal, Jason entra dans le bâtiment et s'assit dans la salle d'attente avec Léa. Lorraine entra 10 minutes plus tard, vêtue comme une avocate, froide et professionnelle. Elle ne regarda pas Jason. Elle s'assit à côté de Carrington, qui portait déjà sa robe. Ils ne se touchèrent pas, mais échangèrent un rapide coup d'œil, un regard qui en dit long. Jason ne broncha pas. Il chuchota à Léa, pas encore. Qu'il se sente à l'aise. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. L'huissier annonça l'ouverture de l'audience. Jason entra. Carrington s'assit au banc du juge, feuilletant des documents. « Monsieur Miller, dit-il. Je vois que vous avez choisi de vous défendre seul aux côtés de mademoiselle Green. »« Oui, votre honneur, » répondit Jason. Carrington ne s'y a même pas. L'audience commença. L'avocat de Lorraine prit la parole en premier. Ils présentèrent Jason comme inattentif, distant émotionnellement, peu impliqué dans le développement des enfants. Ils n'ont présenté aucune preuve tangible, juste des déclarations, et Carrington a autorisé chaque mot. Jason a observé en silence Carrington passer outre les objections de Léa et a esquivé les questions sur les horaires de travail de Lorraine et son refus d'être copard. C'était évident. Ce n'était pas une audience. C'était une mise en scène. Une façon de faire honte à Jason tout en faisant passer Lorraine pour une héroïne. Mais Jason a laissé faire. Chaque décision injuste, chaque sourire narquois, chaque fois que Carrington a feint la neutralité tout en faisant avancer silencieusement le dossier de Lorraine, car Jason observait plus que la salle d'audience. Il voyait jusqu'où ils iraient. Et à la fin de l'audience, ils lui ont donné exactement ce dont il avait besoin, une preuve de partialité. Après l'audience, Lorraine est passée devant Jason sans dire un mot. Mais Carrington s'est arrêté à la sortie. Il a regardé Jason et a dit doucement, « On peut encore se laisser aller, tu sais. Il faut juste accepter ses limites. »
Jason a incliné la tête. Stephen, a-t-il dit calmement. Tu as toujours été lent à apprendre. Puis il s'est retourné et est sorti, l'esprit clair. Carrington pensait avoir gagné. Lorraine croyait avoir pris le contrôle, mais Jason avait tout ce qu'il fallait, et la prochaine fois, il ne sortirait pas avec autant d'assurance. Chapitre 5. J'ai entraîné cet homme. Jason était assis seul dans son bureau, la salle d'audience encore fraîche dans son esprit. L'écho de la voix suffisante de Carrington résonnait dans sa tête. Il faut juste accepter ses limites. Ce n'était pas seulement de l'arrogance. C'était un avertissement. L'avertissement d'un homme qui se croyait tout-puissant. Un homme en robe. Un homme qui pensait que sa position le protégerait, même s'il l'utilisait pour aider sa maîtresse, la femme de Jason, à voler tout ce que Jason avait construit. Mais Carrington avait commis une erreur. Il avait oublié qui lui avait appris tout ce qu'il savait. Jason n'était pas n'importe quel ex-mari. C'était l'homme qui avait enseigné la déontologie judiciaire à la faculté de droit de Carrington il y a plus de 10 ans. L'homme qui avait contribué à rédiger une partie du programme d'études de Carrington. Et l'homme qui, des années auparavant, avait donné une seconde chance à Carrington après l'avoir surpris en flagrant délit de tricherie. Jason se souvenait encore de ce jour. Carrington, alors étudiant en droit un peu nerveux, avait rendu un devoir de fin d'études dont de larges passages avaient été copiés mot pour mot d'une revue juridique réputée. Jason l'avait lu 3 fois avant de confirmer le plagiat. Il fit venir Carrington dans son bureau. Carrington avait l'air terrifié. « Je ne voulais pas, dit-il. J'étais juste dépassé. Je vais le refaire. S'il vous plaît, ne me dénoncez pas, Jason avait eu pitié de lui à l'époque. Il croyait aux secondes chances. Il avertit Carrington, le laissa réécrire le devoir et classa discrètement l'original dans ses archives. Jason n'y avait plus repensé depuis. Jusqu'à maintenant. Ce même homme était assis dans un fauteuil de juge, aidant la femme de Jason à lui voler ses enfants, sa maison et sa dignité, simplement parce qu'il pensait que Jason ne se défendrait jamais. Mais Jason n'était plus l'homme dont Carrington se souvenait. Il n'était plus seulement un professeur. C'était un père, un homme qui risquait tout. Et cette fois, il n'allait pas se taire. Ce soir-là, Jason sortit les documents qu'il avait rassemblés, le document original plagié, marqué de sa main, et la lettre d'avertissement que Jason avait écrite à l'époque. La feuille de présence signée par Carrington lors du séminaire d'éthique de Jason, celle qui stipulait clairement que les juges devaient se récuser en cas d'implication personnelle avec une partie dans l'affaire. Chaque règle que Carrington enfreignait désormais était une règle que Jason lui avait enseignée en personne. Jason ouvrit son ordinateur portable et commença à constituer un dossier. Il le nomma « Faute judiciaire Carrington ». Il y ajouta des captures d'écran des SMS de Lorraine envoyés par Carrington. Le journal des appels du numéro privé de Carrington. Une transcription du message vocal laissé par Carrington, laissant entendre que Jason était trop faible pour se défendre. Le document officiel d'assignation au tribunal, indiquant Carrington comme juge de l'affaire de Jason. Il organisa le tout avec des horodatages, des étiquettes de dossier et des titres de section. Puis il envoya un courriel à Léa. Objet, dossier complet de Carrington. Léa joint tout, les violations d'éthique, les preuves de la liaison, les fautes académiques passées et le lien direct entre Carrington et Lorraine. Soyons précis. Pas encore. Qu'ils prennent confiance. Je veux qu'ils croient qu'ils ont déjà gagné. Le moment venu, on frappe là où ça fait le plus mal, la vérité. Jason. Le lendemain, Jason est resté silencieux. Il s'est comporté normalement devant Lorraine. Elle est entrée vers 22 heures, souriante, fredonnant une chanson en retirant ses chaussures. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé de nouvelles des enfants. Elle est allée directement dans la chambre, laissant son manteau par terre. Jason s'est contenté d'observer. Il se demandait si elle réalisait encore ce qu'elle faisait. Si elle comprenait la douleur qu'elle créait, ou si tout cela était devenu si banal pour elle que la trahison ne lui semblait même plus mal. Il a pensé à lui dire ce qu'il savait. Il s'est imaginé lui balancer les dossiers sous les yeux, la confronter, exiger la vérité. Mais non, ce n'était pas comme ça. Il ne s'agissait pas d'une bagarre dans le salon. Il s'agissait de ce qui se passe au tribunal sous serment, avec des faits, avec la loi. Jason se répéta, ne te bats pas pour eux. Batte-toi pour toi. La prochaine date d'audience approchait,
dans seulement une semaine. Jason utilisa ce temps à bon escient. Il commença à discuter avec d'autres professionnels du droit, d'anciens étudiants devenus avocats, et même quelques juges à la retraite qu'il avait encadrés. Il ne mentionna pas Carrington nommément. Il demanda simplement, que se passe-t-il si un juge supervise une affaire impliquant une personne avec qui il fréquente en secret? Toutes les réponses furent les mêmes. Disqualification immédiate. C'est une grave violation de l'éthique qui pourrait entraîner la suspension, voire la révocation, d'un juge. L'un de ses anciens étudiants, aujourd'hui greffier fédéral, dit quelque chose qui resta gravé dans sa mémoire. Ce n'est pas seulement une question d'équité. Si un juge agit ainsi, chaque décision rendue dans cette salle d'audience devient contestable. Chaque affaire qu'il traite risque d'être portée en appel. Jason hocha la tête. C'était exactement ce dont il avait besoin. Carrington pensait qu'il ne s'agissait que d'un homme, d'une affaire. Mais Jason construisait quelque chose de plus grand. Il n'allait pas seulement se sauver lui-même. Il allait mettre fin à la carrière de Carrington. Car si Carrington était prêt à enfreindre les règles pour Lorraine maintenant, qui pouvait dire qu'il ne l'avait jamais fait auparavant? Ce soir-là, Jason était assis à la table à manger en face de ses enfants. Il les regardait manger leur macaroni au fromage, complètement inconscient de la tempête qui les entourait. « Papa, dit soudain Ava. Maman est en colère contre toi. » Jason leva les yeux. « Pourquoi penses-tu ça? » Elle dit, « Tu es trop mou, » rétorqua Ava. Elle dit, « Tu n'es pas le genre de père à se battre. » Jason déglutit difficilement. « Et toi, qu'en penses-tu? » Ava le regarda longuement. Puis elle dit, « Tu me fais me sentir en sécurité. C'est ce qui compte. » Jason cligna des yeux. Il tendit la main par-dessus la table et la lui prit. « Je te le promets, dit-il doucement. Je vais protéger tout ce que nous avons construit. Quoi qu'il arrive. » Le lendemain matin, Jason reçut un appel de Léa. Elle semblait excitée. « Jason, j'ai tout examiné. Avec ce dossier, nous pouvons saisir la commission de surveillance judiciaire. Carrington ne survivra pas à ça. » Jason marqua une pause. « Pas encore, dit-il. »« Pourquoi ? » ?»« Parce qu'à la prochaine audience, je veux voir ce qu'ils essaient d'autre. Laissez-les parler. Laissez-les creuser encore plus profond. » Léa hésita, puis comprit. « Vous les laissez tomber dans leur propre piège. » Exactement. Jason savait que s'il frappait trop tôt, Carrington pourrait trouver un moyen de déformer l'histoire. Mais s'il attendait, s'il laissait Carrington présider une autre audience, s'il le laissait statuer à nouveau en faveur de Lorraine tout en la fréquentant en secret, ce serait la seule preuve nécessaire. Un pas de plus, une audience de plus, et tout s'écroulerait. Jason ferma son ordinateur portable. Il avait entraîné Carrington une fois, et maintenant il s'apprêtait à lui donner la leçon ultime. Ne jamais enfreindre les règles sous les yeux de celui qui les a écrites. Chapitre 6. Un tribunal comme un piège. Jason monta lentement les marches du tribunal, le cœur calme, le visage serein. C'était la deuxième audience officielle du divorce. Et comme la précédente, le juge Stephen Carrington présiderait. Le même homme qui fréquentait secrètement la femme de Jason. Le même homme qui avait autrefois supplié Jason. Il avait demandé grâce lorsqu'il s'était fait prendre à tricher pour son devoir de droit. Mais aujourd'hui, Jason n'était pas là en tant que professeur. Il n'était pas non plus là en tant que mari. Il était là en tant que père, et il observait tout. Il franchit le portique de sécurité et entra dans le hall où son avocate, Léa, l'attendait déjà. Elle lui tendit un dossier, mais Jason le regarda à peine. « Du nouveau ?» demanda-t-elle doucement. Jason secoua la tête. « Rien que je n'attende pas. Elle va mentir. Il va la protéger. » Léa hocha la tête. « Tu veux toujours laisser les choses aller ?» Jason la regarda dans les yeux. Encore une fois, et on passe à autre chose. Il était sérieux. Ce serait la dernière erreur de Carrington. Dans la salle d'audience, Jason prit place à gauche. En face de lui, Lorraine était assise, droite et sûre d'elle, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable et de talons trop hauts pour l'occasion. Elle ne regarda pas Jason, ne le salua pas. Elle était assise comme si elle avait déjà gagné un prix. Carrington entra vêtu de sa robe noire, presse-papier à la main, le visage figé et indéchiffrable.
Il regarda droit devant lui et dit, « Le tribunal est en audience. » Personne dans la salle ne se doutait que le juge entretenait une relation amoureuse avec l'une des parties assises juste à côté. Personne, sauf Jason et Léa. Dès le début de l'audience, l'avocate de Lorraine se lança immédiatement dans sa plaidoirie. « Ma cliente, Lorraine Miller, s'occupe des enfants à temps plein depuis 6 mois. Monsieur Miller, bien qu'il ne soit pas absent, a pris ses distances émotionnelles. Elle demande la garde exclusive, la pleine propriété du domicile familial et une pension alimentaire à long terme. » Jason voulut rire, mais ne le fit pas. Il regarda Léa. Elle leva doucement la main. Objection. Il n'y a aucune base légale pour retirer la garde partagée à Monsieur Miller. Il a été présent à chaque dossier scolaire, à chaque événement, à chaque visite médicale. La mère a déménagé et s'est rendue indisponible. Nous avons des SMS des enfants demandant pourquoi elle n'est plus à la maison. Carrington leva les yeux. Objection rejetée. Jason s'y attendait. Tout dans cette salle d'audience était truqué. Carrington a laissé l'équipe de Lorraine s'exprimer librement, interrompre les plaidoiries de Jason et présenter ses arguments sans preuve. Jason a essayé de garder son calme, mais intérieurement, il brûlait. À un moment, l'avocat de Lorraine a déclaré, « Monsieur Miller est émotionnellement instable. Lorraine m'a raconté qu'il avait dormi une fois dans la voiture toute la nuit, incapable de gérer le stress à la maison. » Jason a cligné des yeux. C'était vrai. Une fois, après une nuit particulièrement difficile, il avait dormi dans la voiture pour se calmer, car Lorraine avait menacé de crier devant les enfants s'il ne partait pas. Il est parti pour maintenir la paix, pas pour s'enfuir. Léa s'est relevée. Nous aimerions obtenir des preuves de cette affirmation. Lorraine a-t-elle déposé un rapport de police, une déposition de témoin, un message ou un écrit prouvant qu'elle avait peur ou se sentait menacée? Carrington n'a même pas levé les yeux. Demande rejetée. Jason s'est agrippé à la table. Il le voyait maintenant. Chaque recoin de cette salle d'audience était devenu un piège. Carrington se comportait en juge neutre, mais chaque décision était favorable à Lorraine. Elle se présentait comme la victime, la mère parfaite. Et Jason était présenté comme instable, distant et inapte. Mais Jason n'explosa pas. Il ne protesta plus. Il observa. Il nota mentalement tout. Quelles objections étaient admises, quelles preuves étaient rejetées, quelles fausses allégations n'étaient pas vérifiées, quelle partie de l'histoire Carrington soutenait et lesquelles il ignorait. Et il attendit. À mi-parcours de l'audience, Carrington se tourna vers Lorraine. « Avez-vous l'impression que les enfants sont en détresse émotionnelle lorsqu'ils sont avec Monsieur Miller ?» La voix de Lorraine s'adoucit comme si elle était une actrice lisant un texte. « Pas toujours, dit-elle. Mais Ava m'a dit qu'elle avait parfois l'impression que son père ne lui parlait pas assez, qu'il était triste, distant. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour eux. » Jason déglutit difficilement. Il savait que sa fille avait dit quelque chose comme ça, mais c'était après le départ de Lorraine. Après que Lorraine avait empoisonné leur paix, et maintenant elle transformait son chagrin en arme. Carrington hocha la tête. C'est noté. Nous tiendrons compte de ce témoignage dans la décision finale. Léa se leva de nouveau. Nous tenons à rappeler au tribunal qu'Ava a également déclaré se sentir ignorée par sa mère. Elle lui a même demandé pourquoi sa mère ne dormait plus sous son toit. Cet aspect de la conversation n'est pas mentionné ici. Carrington a répondu fermement, hors sujet. Passez à autre chose. Jason l'a regardé fixement. Il se souvenait d'avoir été assis dans une salle de classe avec Carrington il y a 10 ans. Le jeune homme nerveux qui avait dit un jour, « Professeur, que signifie vraiment l'équité au tribunal ?» Jason avait répondu, « Cela signifie être aveugle à qui l'on apprécie et fidèle à la seule vérité. » Or, ce même homme avait les yeux rivés sur Lorraine. À un moment, Carrington a regardé Jason droit dans les yeux et a demandé, « Croyez-vous que vos enfants sont mieux avec vous qu'avec leur mère ?» Jason s'est levé lentement. « Je pense qu'ils sont mieux avec leurs 2 parents si les 2 parents sont honnêtes. » Le silence est resté un instant dans la salle d'audience. Lorraine a remué sur son siège. Jason s'est rassis. À la fin de l'audience, Carrington a annoncé qu'il rendrait une décision de garde provisoire dans les 48 heures. Jason se pencha vers Léa. « Laisse-le écrire. »« Tu es sûr ?»« Oui. On va le laisser signer son nom juste en dessous du mensonge. » Léa sourit faiblement. Elle comprenait. Ils sortirent ensemble du tribunal.
Jason ne regarda même pas Lorraine. Elle se tenait près de la sortie, parlant doucement avec Carrington. Elle toucha son bras pendant qu'il parlait. Il jeta un rapide coup d'œil à Jason, puis se détourna. Devant le tribunal, Jason prit Léo à part. « Commence à rédiger la plainte, dit-il. Tout. On la soumet au comité de surveillance judiciaire. Tu es prêt? » Jason hocha la tête. Il avait statué sur une affaire impliquant sa petite amie. Il écartait les faits. Il préférait les mensonges. Il est fini. Et Lorraine? Jason regarda la ville. Elle tombera avec lui. Elle pensait qu'être avec un juge la protégerait, mais elle oubliait que j'avais formé un juge. Léa demanda, « Et que veux-tu quand ce sera fini ?» Jason regarda le bâtiment derrière eux. « Je veux mes enfants, ma paix, mon nom. C'est tout. » Ce soir-là, Jason borda Ava et Ethan. « Tu aimes toujours maman ?» demanda Ava. Jason l'embrassa sur le front. L'amour n'est pas quelque chose qu'on éteint comme une lumière, mais parfois, on la brise. Et quand c'est le cas, il est normal de protéger son cœur. Ethan dormait déjà, serrant son ours dans ses bras. Jason était assis dans le couloir, surveillant leur porte. Il ne s'agissait plus de Lorraine. Il ne s'agissait plus de Carrington non plus. Il s'agissait de montrer à ses enfants que la vérité ne court pas. Elle demeure. Demain, il cliquerait sur « Envoyer » pour la plainte. Et le prochain chapitre de cette guerre commencerait, non pas au tribunal, mais au sommet, là où réside la vraie justice. Chapitre 7. J'avais encore les dossiers. Jason se tenait devant son bureau dans la lumière matinale, les doigts planant sur le clavier. À l'écran, un brouillon de mail affiché comme objet, plainte officielle pour faute judiciaire Carrington. En pièces jointes se trouvaient les dossiers qu'il avait passé des semaines à constituer. Des preuves qui pourraient faire tomber un homme qui se croyait intouchable. Il n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente, non pas par anxiété, mais par manque de clarté. Chaque décision injuste rendue par Carrington au tribunal. Chaque mot que Lorraine avait transformé en mensonge. Chaque sourire narquois qu'ils avaient échangé dans la salle d'audience comme si c'était leur terrain de jeu. Jason se souvenait de tout et avait tout sauvegardé. Il ouvrit une petite mallette noire sur le côté de son bureau. À l'intérieur se trouvaient 3 clés USB, chacune contenant un dossier numérique complet intitulé « Violations éthiques de Carrington ». Une copie était avec lui. Une autre était déjà entre les mains de Léa. Et une autre allait être envoyée à la commission de surveillance judiciaire. Jason appuya sur « Envoyer ». Puis il referma doucement l'ordinateur portable et se laissa aller au fond de sa chaise. Il ne sourit pas. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de vérité. Plus tard dans la journée, Léa appela. J'en eus confirmation. Elle dit, la commission a reçu la plainte. Ils ouvriront une enquête immédiatement sur la base de ce que nous avons soumis. Je pense qu'ils agiront vite. Jason hocha la tête même si elle ne pouvait pas le voir. Bien. Ils auront besoin de quelques jours pour vérifier les documents. Une fois qu'ils auront compris la gravité de la situation, sa liaison, les décisions, le conflit d'intérêts, ils le suspendront. Quant à Lorraine, demanda Jason, elle est mêlée à tout ça. Léa répondit, ils comprendront qu'elle a utilisé cette relation pour influencer un juge. Rien que ça détruirait sa crédibilité dans ce divorce. Jason raccrocha et resta silencieux un moment. Il savait que le plus dur était encore à venir. Mais pour la première fois depuis des mois, il avait l'impression que la tempête allait tourner. Ce soir-là, Lorraine passa chercher les enfants. Jason avait accepté de la laisser les emmener pour le week-end, car malgré tout, il refusait de les utiliser comme des armes. Elle frappa, entra sans attendre sa réponse et regarda autour d'elle comme si elle était toujours maîtresse des lieux. Ava courut vers elle. « Maman, salut ma chérie », dit Lorraine d'un ton enjoué, la soulevant et l'embrassant sur la joue. Jason sourit doucement. Ils sont prêts et emballés. Lorraine le regarda à peine. Merci, dit-elle en attrapant les sacs. Jason se tenait près de la porte, l'observant attentivement. Elle se retourna, visiblement agacée par son calme. Quelque chose ne va pas, demanda-t-elle. Jason secoua la tête. Non, je réfléchis juste à la façon dont les gens oublient le passé et à la façon dont il revient parfois plus fort qu'on ne l'imagine. Le sourire de Lorraine s'effaça un instant, puis revint.
Tu as toujours aimé parler par énigmes, Jason. Non, dit-il. Tu as juste cessé de les comprendre. Elle haussa un sourcil, ne dit rien et partit avec les enfants. Jason resta à la fenêtre et regarda sa voiture s'éloigner. Il n'était pas en colère. Il n'était pas brisé. Il était prêt. Le lendemain matin, Léa lui envoya un nouveau message. Mise à jour de la commission judiciaire. Examen d'urgence lancé. Jason l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre, courte, formelle, mais percutante. Cette commission a reçu des preuves substantielles d'une possible faute professionnelle du juge Stephen Carrington et a lancé un examen éthique d'urgence. Le juge doit être temporairement suspendu de toutes les affaires familiales dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Jason expira lentement. C'était commencé. 2 jours plus tard, il reçut une autre lettre officielle et signée par le système judiciaire. On pouvait y lire, en raison d'une réattribution des affaires et afin de garantir l'impartialité des procédures, l'honorable juge Stephen Carrington a été démis de ses fonctions de président du dossier numéro Miller 14573. Un nouveau juge sera nommé dans les 24 heures. Jason a transmis la lettre à Léa, qui ne contenait qu'une seule ligne. Reprenons. Équitablement. L'après-midi même, Léa a appelé et a dit « On a repris le contrôle ». Ce nouveau juge a la réputation d'être rigoureux. Sans parti pris, sans parti pris. Ils verront la vérité. Jason a senti un calme profond l'envahir. Le tribunal n'était plus son ennemi. Il ne s'agissait plus que des faits. Et Jason les avait sous contrôle. Il avait toujours le formulaire de signature du séminaire. Carrington avait signé avec les règles de récusation. Le casier judiciaire pour malhonnêteté académique de la faculté de droit. Des captures d'écran de textos personnels entre Carrington et Lorraine. Un enregistrement du message vocal de Carrington contenant des remarques personnelles menaçantes. La preuve légale que Carrington avait statué sur le divorce de Jason alors qu'il entretenait secrètement une relation amoureuse avec l'une des parties. Mais Jason ne s'arrêtait pas là. Il a discrètement engagé un détective privé pour confirmer ce qu'il soupçonnait déjà, que Carrington avait utilisé son rôle pour influencer plusieurs affaires, et que ce n'était pas sa première faute éthique. Si le Conseil découvrait une tendance, Carrington ne serait pas simplement démis de ses fonctions. Il serait définitivement démis de ses fonctions. Et Lorraine? Elle allait le suivre. Sa crédibilité de mère était déjà entachée. Une fois que le tribunal l'a perçu comme une personne qui utilisait sciemment une relation amoureuse pour manipuler une audience de garde, il ne lui a plus fait confiance pour exercer un contrôle total sur les enfants. Jason était toujours calme, toujours posé, mais chaque pas qu'il faisait transformait désormais le récit de la victime en celui de la victoire. Au dîner ce soir-là, Ava a demandé « Papa, ça va maintenant ?» Jason a souri. « Je vais plus que bien. »« Tu vas gagner ?» Jason se pencha en avant. « Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, dit-il. Il s'agit de montrer la vérité, et la vérité est patiente, mais elle ne perd jamais. » Ethan leva les yeux de ses spaghettis. La vérité a-t-elle raison des méchants? Jason hochait la tête à chaque fois. Chapitre 8. Un dernier geste. L'air était différent lorsque Jason entra chez lui ce matin-là. Ni plus léger, ni plus lourd, juste plus calme. Il revenait de déposer Ava et Ethan à l'école. Ils avaient ri tout le long du trajet. Ava avait enfin arrêté de demander si Jason allait déménager. Ethan avait arrêté de dire des choses comme « Maman a dit, tu n'as plus le droit de nous border ». Leur monde s'apaisait peu à peu. Et Jason avait une dernière tâche à terminer. Il se servit une tasse de café et s'assit à son bureau. Il ouvrit le dossier qu'il avait étiqueté Carrington. Coup final. À l'intérieur, il y avait tout. Le casier judiciaire universitaire de Carrington pour plagiat. La feuille de présence au séminaire d'éthique avec sa signature complète. La lettre où Jason l'avait mis en garde contre l'honnêteté professionnelle. Capture d'écran des SMS de Carrington à Lorraine. Le message vocal qu'il avait laissé à Jason. Journal des appels. Date d'audience, et surtout, l'avis officiel du Conseil de surveillance judiciaire. Suspension temporaire avec effet immédiat. Jason imprima un nouveau document et le glissa au-dessus du dossier. Requête en réouverture des ordonnances de garde et de propriété pour cause de conflit judiciaire et de partialité. Il l'envoya par courriel à Léa. 10 minutes plus tard, elle appela. Ça y est.
Elle dit que cela annulera tout ce que Carrington a essayé de faire passer à Lorraine. Une fois cela examiné, ce sera comme si les audiences précédentes n'avaient jamais eu lieu. Jason hocha lentement la tête. Classez-le tout de suite. Oui. Qu'ils reçoivent l'appel avant le week-end. Que ça gâche leur confort. Léa rit légèrement. Tu es sûr de ne pas vouloir devenir avocat après ça? Jason sourit faiblement. J'en ai déjà formé un. Regardez le résultat. En moins de 2 heures, la requête était déposée. En fin de journée, un greffier appela Léa pour confirmer sa réception. Une nouvelle audience fut fixée au lundi suivant. Cette fois, ce ne serait pas Carrington qui dirigerait l'affaire. Cette fois, ce serait la juge Eileen Braddock, une juge aux affaires familiales respectée, sans aucun lien avec les personnes impliquées. Jason avait déjà entendu parler d'elle. Elle était connue pour 2 choses, l'équité et la haine des menteurs. Jason était prêt. Ce vendredi soir-là, Lorraine s'est présentée chez lui pour déposer les enfants. Elle a fait comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas eu d'enquête, comme si l'homme avec qui elle couchait n'avait pas été démis de ses fonctions pour manquement à la déontologie judiciaire. Jason la regarda monter les marches avec un sourire forcé. Elle ouvrit la porte et dit gentiment, « Salut les enfants. À la semaine prochaine. » Ava la serra doucement dans ses bras. Ethan lui fit un signe de la main. Jason se tenait à la porte, les bras croisés. Lorsque Lorraine se tourna enfin vers lui, elle dit, « Tout va bien ?» Jason ne répondit pas tout de suite. Il demanda plutôt, « Vous a-t-il dit qu'il était suspendu ?» Lorraine cligna des yeux. Ses yeux brillèrent de peur, mais seulement l'espace d'une seconde. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » dit-elle rapidement. Jason ne l'a pas pressée. « Tu devrais te préparer. L'audience de lundi sera différente. » Lorraine a souri comme si de rien n'était. « Quoi que tu dises. » Puis elle s'est retournée et est partie. Mais Jason l'a vue. À la façon dont sa main tremblait en ouvrant la portière de sa voiture, elle l'a compris. Elle savait que l'histoire s'effondrait. À l'intérieur, Jason a aidé les enfants à déballer leurs bagages. Il a préparé le dîner. Il s'est assis par terre et a joué à des jeux de société avec eux jusqu'à l'heure du coucher. Puis il est retourné dans son bureau et a ouvert un carnet. Il a écrit une phrase au centre de la page. La vérité ne frappe pas, elle entre. Lundi matin, nouvelle audience. Jason portait un costume bleu marine propre et une expression calme. Il est arrivé tôt au palais de justice, a passé la sécurité et s'est assis dans la salle d'attente. Lorraine est entrée 10 minutes plus tard. Cette fois, elle ne souriait pas. Elle ne tenait pas son téléphone comme un trophée. Elle avait l'air nerveuse. Seul, Jason s'est levé à l'appel de son nom. La juge Eileen Braddock est entrée dans la salle d'audience. Jason a immédiatement remarqué quelque chose. Elle n'a regardé aucune des parties comme si elle avait déjà un favori. Elle a jeté un coup d'œil à la requête. J'ai examiné la plainte et les documents justificatifs concernant l'implication du juge précédent. Elle a déclaré, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, les ordonnances précédentes de garde et de propriété seront réexaminées. Nous allons maintenant reprendre cette audience depuis le début. Nouveau départ. Lorraine s'agita, mal à l'aise. Le juge Braddock poursuivit. Mademoiselle Green, vous pouvez continuer. Léa se leva. Votre honneur, nous aimerions présenter notre client comme un père pleinement impliqué, présent émotionnellement et capable. Nous souhaitons également démontrer que les décisions précédentes du juge Carrington ont été rendues avec partialité en raison d'une relation personnelle entre lui et la partie adverse. Le juge Braddock haussa un sourcil. Vous dites que le juge précédent entretenait une relation amoureuse avec mademoiselle Miller? Oui, votre honneur. Nous avons des preuves, dit Léa, notamment des SMS, des messages vocaux et un chevauchement chronologique qui montrent que la relation existait lors des décisions précédentes. Le juge Braddock se tourna vers Lorraine. Mademoiselle Miller, souhaitez-vous répondre à cette affirmation? Lorraine hésita. Je ne pense pas que cela soit pertinent pour l'intérêt supérieur des enfants. Jason garda le visage impassible, mais il savait intérieurement qu'elle venait de commettre sa première erreur. Parce que lorsqu'une mère dissimule une relation secrète à un juge lors d'une affaire de garde d'enfants et affirme ensuite que ce n'est pas pertinent, ce n'est pas intelligent. C'est accablant. Pendant l'heure qui a suivi, Léa a tout présenté. Elle était précise, calme et méthodique. Elle a expliqué chaque étape au juge, les textos tard le soir,
les échéances qui se chevauchent, l'appel téléphonique de Carrington à Jason. Le refus de Carrington de se récuser et la confirmation par le conseil de surveillance de sa suspension en cours d'affaires. Jason n'a même pas eu besoin de parler. La voix de Léa portait la vérité comme un couteau dans le brouillard. À la fin de l'audience, la juge Braddock a regardé Lorraine droit dans les yeux. « Je vais être franche », a-t-elle dit. Il est profondément troublant que vous ayez laissé un juge avec qui vous étiez en conflit présider votre propre procédure de divorce. C'est non seulement contraire à l'éthique, mais aussi manipulateur. Lorraine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le juge poursuivit, toute cette affaire doit maintenant être réexaminée de fond en comble. Chaque décision, chaque affirmation, chaque mensonge. Jason resta immobile, le cœur battant lentement. C'était le moment. C'était le moment qu'il n'oublierait jamais. Le juge Braddock déclara alors, « Je rendrai une nouvelle ordonnance dans les 48 heures. Mais d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, le tribunal émet de sérieux doutes quant au témoignage précédent de Madame Miller. Cela se reflétera dans mon jugement final. » En sortant de la salle d'audience, Jason ne regarda même pas Lorraine. Elle se tenait près du mur du couloir, la tête basse, sans téléphone à la main. Elle n'avait plus rien à se vanter. Elle ne gagnait pas. Elle attendait les conséquences. Jason sortit, ferma les yeux et respira l'air frais. Ce n'était pas encore fini, mais les murs se refermaient. Pas autour de lui, autour d'eux. Chapitre 9. Je prends tout. Le nouveau juge avait examiné l'ensemble du dossier. Les preuves contre Lorraine et Carrington étaient claires, et Jason était maintenant rappelé au tribunal pour ce qui était censé être la dernière audience sur la garde et les biens. C'était le jour où Lorraine avait cru être le sien. Elle avait il y a des mois, par l'intermédiaire de son avocat, Jason avait dit à son avocat qu'elle lui prenait tout, sa maison, ses enfants, sa paix. Jason se souvenait de ces mots comme d'une profonde blessure jamais complètement cicatrisée. Mais aujourd'hui, la salle d'audience n'était plus le piège de Carrington. Aujourd'hui, la salle appartenait à la vérité. Jason arriva tôt, comme d'habitude. Il portait un costume gris marine, le regard calme et l'esprit serein. Il ne faisait pas les 100 pas. Il ne s'agitait pas. Il attendait simplement. Lorraine entra 10 minutes plus tard. Son teint n'était plus radieux. Elle paraissait raide, pâle. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, mais ses mains tremblaient. Elle s'assit lentement, évitant complètement le regard de Jason. Léa se pencha vers Jason et murmura « On a déjà gagné ». Elle ne sait pas encore à quel point elle est grave. La juge Eileen Braddock entra, le visage indéchiffrable. « Monsieur Miller, Mademoiselle Miller, nous sommes ici pour régler les dernières questions de votre divorce. J'ai examiné l'intégralité du dossier, y compris les actes contraires à l'éthique du juge précédent, la relation inappropriée entre Madame Miller et ce juge, ainsi que toutes les allégations formulées pendant et après cette procédure. » Jason resta silencieux. Lorraine remua sur sa chaise. La salle d'audience était froide, mais Jason sentait la chaleur lui monter aux côtes. Pas de la colère, mais autre chose. Justice. La juge Braddock poursuivit. Nous allons commencer par la garde des enfants. L'avocat de Lorraine tenta d'intervenir. Votre honneur, si vous me le permettez. La juge Braddock leva la main. Non, j'en ai assez lu. L'avocat s'assit. La juge regarda Jason droit dans les yeux. Monsieur Miller, j'ai examiné les dossiers scolaires, votre emploi du temps documenté, votre implication dans l'éducation des enfants et vos conditions de vie. Vous êtes resté constant, respectueux et présent, même sous un stress intense. Je vous en félicite. Jason fit un léger signe de tête. Puis elle se tourna vers Lorraine. J'ai également examiné vos actions. Vous avez sciemment entré une relation romantique avec le juge affecté à votre divorce. Vous n'avez jamais divulgué cela au tribunal. Vous l'avez utilisé pour influencer les décisions de garde et tenter de retirer votre mari de la vie de vos enfants. Lorraine ouvrit la bouche. Ce n'est pas silencieux. Le juge a cassé. La salle d'audience a gelé. J'accorde une garde commune complète à Monsieur Miller. Temps de division. Égalité des droits. Toute tentative de limiter son temps avec les enfants à l'avenir sera traitée comme un outrage au tribunal. Jason sentit une vague d'émotion se déplacer dans son corps. Pas le bonheur, juste un soulagement. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar,
il avait l'impression de pouvoir respirer. Le juge Braddock est parti. Maintenant, division des propriétés, la maison conjugale. Lorraine se redressa comme si elle pensait toujours qu'elle avait une chance. Mon client a été le principal dispensateur de soins aux enfants, a déclaré son avocat. Nous demandons la pleine propriété de la maison dans le meilleur intérêt des enfants. Le juge n'a même pas cligné des yeux. Vous basez cette demande sur une fausse histoire racontée dans un tribunal dirigé par un juge corrompu. Cette histoire n'existe plus. Le visage de Lorraine est devenu rouge. Le tribunal indique que la chambre doit être vendue. Les bénéfices doivent être divisés également. Si l'une ou l'autre des parties souhaite racheter l'autre, ils peuvent négocier en dehors du tribunal. Jason hocha la tête une fois. C'était tout ce dont il avait besoin. Il ne se souciait pas de gagner la maison. Il se souciait du sol neutre et gardant son nom propre. Enfin, le juge s'est penché en avant et a dit, cette affaire aurait pu être simple, mais les mensonges se compliquaient. Miss Miller, je vous suggère de réfléchir profondément sur la distance que vous étiez prêt à aller juste pour tout obtenir. Parce qu'aujourd'hui vous obtenez exactement ce que vous êtes légalement dû, pas plus. Lorraine semblait avoir avalé le feu. Car était maintenant enregistré. Elle le regarda, pas furieux, pas confiant, juste brisé, comme toute l'histoire qu'elle a construite s'était effondrée sur elle-même. Était-ce votre plan? Demanda-t-elle tranquillement. Jason la regarda. Non, mon plan était de rester marié. Tu as changé ça. Elle cligna des yeux, ses yeux empreints de larmes. Tu m'as fait ressembler à un monstre. Jason secoua la tête. Je ne t'ai rien fait. J'ai juste refusé de laisser vos mensonges gagner. Il sortit. Le ciel à l'extérieur était nuageux, mais pour Jason, c'était comme un soleil. Léa le rattrapa sur les marches. Vous bien? Jason sourit faiblement. Ouais. Elle hocha la tête. Vous étiez intelligent pour ne pas précipiter cela. Vous aviez raison de me retenir quand je l'ai presque fait, a déclaré Jason. Mais maintenant c'est fini. De retour à la maison, Jason a ramassé Ava et Ethan à l'école. Ils ont couru vers la voiture, les bras larges. Papa! Cria Ethan. Avez-vous gagné? Jason ouvrit la porte et les a attrapés tous les deux dans ses bras. Nous n'avons pas gagné, a-t-il dit. Nous avons dit la vérité et la vérité a gagné. Cette nuit-là après le dîner, Jason était assis seul dans le salon. Il a regardé autour de la maison, bientôt pour être vendu. Il ne se sentait pas triste. Il se sentait libre. Il reconstruisait quelque part nouveau, recommençant sur un terrain solide. Et cette fois, personne n'utiliserait jamais l'amour, le pouvoir ou la position pour le contrôler à nouveau. Ils avaient essayé de le détruire. Ils avaient dit qu'il était trop doux, trop silencieux, trop faible. Mais ils ont oublié. Vous ne devriez jamais attaquer un homme qui a formé le juge parce qu'il sait exactement comment en abattre un. Chapitre 10. Le silence avant la chute. Le palais de justice était derrière lui, mais le poids de tout ce qui s'était passé s'est toujours assis tranquillement sur les épaules de Jason. Il avait gagné. Pas dans la façon dont les gens parlent habituellement de gagner, mais de la manière qui compte réellement. Son nom a été effacé. Ses enfants étaient toujours avec lui. Les mensonges avaient été exposés. Le piège avait échoué. Mais Jason n'avait pas envie de célébrer. Il avait l'impression de respirer. Cette nuit-là, après avoir mis les enfants au lit, Jason était assis seul dans le salon. La maison était calme. Le genre de calme qui ne se sentait pas vide, mais paisible. Il regarda autour de lui. C'était la même maison où Lorraine avait dit une fois, je le fais, à lui. La même maison où ils ont ramené Ava à la maison de l'hôpital. La même cuisine où ils avaient dansé pieds nus à minuit quand ils ont obtenu les clés, mais ce n'était plus le sien. Pas légalement, pas émotionnellement. C'était juste des murs maintenant. Jason savait qu'il devrait le vendre bientôt. Cela faisait partie de la décision du juge, et il était d'accord avec cela. Il ne voulait pas vivre dans un endroit construit sur des souvenirs qui ne signifiaient plus ce qu'il faisait. Il s'est levé, est entré dans son étude et a ouvert son ordinateur portable. Il y avait un nouvel email de Léa. Sujet, mise à jour finale du conseil d'administration judiciaire. Jason, c'est officiel. Le conseil d'administration a reconnu Carrington coupable de violations éthiques multiples, de conflits d'intérêts romantiques,
de défaut de récupation et d'abus de pouvoir judiciaire. Il a été retiré du banc en permanence. Sa licence de droit est en cours d'examen. Vous avez mis fin à sa carrière avec rien d'autre que des faits. Léa. Jason l'a lu 2 fois. Il se pencha en arrière sur sa chaise et regarda le plafond. C'était fait. Carrington, le même homme qui se tenait autrefois dans la salle de classe de Jason, suppliant de ne pas être signalé pour le plagiat, avait maintenant été supprimé par la même personne qui lui a donné cette deuxième chance. Jason n'a pas souri. Il ne se sentait pas fier. Il se sentait stable parce que ce n'était pas une vengeance. C'était un équilibre. Il avait essayé de faire la bonne chose à l'époque. Il a donné à Carrington merci quand il était un étudiant en difficulté. Mais Carrington avait utilisé cette deuxième chance de grimper plus haut, puis a essayé d'écraser l'homme qui l'avait aidé. Maintenant, il était tombé par les règles mêmes qu'il avait choisi d'ignorer. Jason a fermé l'ordinateur portable et est entré dans la salle des enfants. Ava dormait rapidement, tenant son journal. Ethan était enroulé sous sa couverture, respirant doucement. Jason s'est assis au bord du lit et les a regardés un instant. Il a pensé à quel point il était proche de les perdre. Non pas parce qu'il était un mauvais père, mais parce que quelqu'un avait essayé de réécrire la vérité dans une salle d'audience. Quelqu'un pensait que Jason ne se battrait pas. Qu'il roulerait tranquillement pendant qu'ils effaçaient son